And so we're going to go now for our second speaker, Marwan Mohamed, who is a sociologist from the CNRS, and he's going to talk about the recognition of Islamophobia in France. Merci Ramon. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs, Ramon, Alexandra, le Cadiz et Berkeley pour l'organisation de cette belle journée. Une belle journée qui intervient à un moment, j'ai envie de dire, à une espèce de tournant dans la production de connaissances, dans la reconnaissance de l'islamophobie en France. C'est la deuxième rencontre cette année d'un certain niveau, rencontre académique sur l'islamophobie avec des croisements de regards national, international. La première a eu lieu à Sciences Po en avril. Et donc c'est la première fois en France que la même année, on a deux rencontres académiques d'un certain niveau sur cette thématique-là. À cela s'ajoutent des publications, alors celle que j'ai publiée avec Abdelali Hadjat, mais également la publication d'un journaliste très mainstream, qui a une histoire très particulière avec la présence musulmane en France, et certains de ses intellectuels, c'est-à-dire Claude Askolovitch, qui a publié un livre qui s'appelle Nos mal-aimés, et donc qui est une enquête journalistique sur le rejet de l'islam en France. À côté de ça, il y a le livre de Martin Nussbaum, il y a le dictionnaire de l'islamophobie de Kamel Meziti, donc tout ça sur quelques mois. Et puis vous avez ces rencontres, vous avez une médiatisation qui est relativement croissante, c'est-à-dire les premières enquêtes de fond de journaux ou de sites d'information assez importants. Vous avez le séminaire qu'on a monté en 2011 et qu'on coordonne aujourd'hui avec Houda et Abdelali Hadjat à l'école des hautes études en sciences sociales, il y a du monde qui vient, c'est un séminaire qui tourne bien, etc. Et donc vous avez cette petite effervescence, il faut être modeste, qui intervient après une espèce de longue traversée du désert, que ce soit dans le milieu académique ou au milieu politique, etc., sur la question de l'islamophobie. Quand je vous dis longue traversée du désert, je pense bien sûr aux publications de Vincent Gesser en 2003, à l'ouvrage coordonné par Ramon Eliamin Sou, mais j'ai oublié le troisième auteur, en 2000... Mohamed Mestiri, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2008, c'est ça ? En 2008, donc c'est pas un désert absolu, mais c'est quand même un phénomène qui n'était pas du tout pris en compte. Et il n'était pas peu pris en compte dans le milieu académique, encore peu pris en compte au niveau politique, c'est pas encore à l'agenda politique, même s'il y a des petits mouvements, des petits frétillements liés à l'actualité, une actualité qui est celle des violences graves faites à des femmes qui portent des voiles, avec la multiplication des agressions, etc. Et bien la question de la mesure, de la connaissance statistique de ce phénomène-là qui est l'islamophobie. Alors mon propos va se concentrer là-dessus, pour essayer de comprendre finalement deux choses, à la fois le déni de reconnaissance du phénomène en tant que tel, et par conséquent le déni, pendant très longtemps, de la possibilité de le mesurer, de l'impossibilité de le mesurer pendant un certain nombre de temps. Quels sont ces objets de mesure aujourd'hui? Je vous en parle très rapidement, je ne vais pas vous faire un commentaire de chiffres, si vous les voulez, ils sont en ligne. Je vous donne les sources, et c'est intéressant de rentrer un petit peu dans la difficulté à envisager ce type de pénalité, c'est-à-dire une pénalité basée sur l'appartenance religieuse. Vous avez depuis 2002 le ministère de l'Intérieur qui recense ce qu'il appelle du racisme anti-musulman, qu'il distingue depuis 2002 du racisme anti-arabe. Donc avec un effort fait au ministère de l'Intérieur, donc on n'a pas d'études sur les coulisses, les recettes. On n'a que les chiffres bruts qui nous sont produits chaque année dans les rapports de la CNCDH, Commission nationale consultative sur les droits de l'homme. Vous avez depuis 2003 les recensements du collectif contre l'islamophobie en France, qui sont basés non pas sur les plaintes transmises au parquet, à la justice, comme le ministère de l'Intérieur, mais sur les déclarations des victimes, qui sollicitent le collectif contre l'islamophobie en France. C'est une autre démarche d'enregistrement. Vous avez depuis 2003 des enquêtes d'opinion commandées par la CNCDH, réalisées par des instituts d'opinion, des instituts d'opinion classiques, et qui sont commentées depuis un certain nombre d'années par des chercheurs, des collègues de Sciences Po Paris, Donna Meyer, Guy Michela et Vincent Tiberi. Et enfin, depuis 2008, vous avez l'enquête Théo qui a été mise en place. Alors je vais peu parler de l'enquête Théo parce que Patrick Simon
va en parler en début d'après-midi. J'ai pas du tout envie de démonétiser son intervention, ce serait pas sympa du tout. Et vous avez depuis 2 ans une première enquête par testing, comparant des CV entre deux femmes noires, sénégalaises, dont les CV se distinguent par 2 éléments, le prénom, une s'appelle Marie, l'autre Khadija, et par une ligne de leur CV qui montre que l'une est impliquée au secours catholique et l'autre est impliquée au secours islamique. L'idée avec cette enquête par testing, c'est de vérifier si finalement le marqueur religieux a un effet sur la possibilité, le potentiel d'être reçu et d'être salarié. Et effectivement, Marie Diouf a 2,5 fois plus de chances d'être reçue que Khadija Diouf. Une fois que je vous dis ça, je peux vous dire que les données du CCIF sont en nette augmentation depuis 4 ans. Les données du ministère de l'Intérieur suivent la même courbe. Je ne vais pas parler des données de l'Observatoire de l'islamophobie, du Conseil français du culte musulman, parce qu'ils ne reprennent que les données du ministère de l'Intérieur. Ils ne produisent pas de données, donc ils ont d'observatoire que le nom finalement, vu que c'est les données du ministère de l'Intérieur qui servent de base. L'enquête Théo, Patrick va en parler cet après-midi, mais elle montre un élément important, c'est que parmi toutes les personnes, il y a peu de personnes qui se plaignent de discrimination en raison de leur appartenance religieuse en France. Et y compris dans la communauté musulmane, selon l'enquête Théo, c'est autour de 5%, même si on discutera des modes de mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, toute cette population qui se plaint d'appartenance religieuse, un peu plus de 50% est musulmane. Alors que la population musulmane est évaluée dans l'enquête Théo à 7%. Donc 50% qui se plaignent de discrimination sur la base de la religion, alors que 7% de la population, ça c'est la taille, une nette surreprésentation. Mon propos, et j'ai déjà perdu 4-5 minutes, vise plutôt à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une telle difficulté à reconnaître une pénalité liée à l'appartenance religieuse. C'est un des points clés du débat actuel sur la reconnaissance ou non de l'islamophobie, sur l'existence ou non de l'islamophobie, sur les possibilités de mesure. Et ce que je vais présenter ici, c'est les principaux ressorts historiques, politiques, culturels, mais également des freins liés au fonctionnement du monde académique et des freins méthodologiques également, qui nous permettent de comprendre pourquoi et comment en France il y a cette difficulté qu'on retrouve beaucoup moins dans d'autres pays européens ou en Amérique du Nord, ou sous d'autres formes. En 2004, un collègue et ami, Laurent Mucchielli, parlait à ce sujet de myopie intellectuelle, à reconnaître et à voir l'islamophobie. Laurent Mucchielli est directeur de recherche au CNRS, il est dans le milieu académique. C'est une critique de l'intérieur. Cette myopie, quand il ne s'agit pas d'aveuglement, est donc intelligible au regard, à mon sens d'abord, de l'histoire politique de la France. Alors je vais passer très rapidement, mais ça me semble un point déterminant. Il y a une histoire de la sécularisation de la société française qui est très particulière en France, après des siècles de domination de l'Église. Donc c'est une séparation, c'est-à-dire laïcisation d'abord, entre le pouvoir du clergé à l'époque et des pouvoirs et des instances politiques qui s'est fait dans la douleur, après la Révolution. Donc il y a eu des mouvements d'avancée, de retour. Tout le 19e siècle a été une période où finalement la République cherchait un équilibre et une place à la religion majoritaire de l'époque, une place qui a été trouvée finalement avec la loi de 1905, qui a permis de pacifier les relations et de trouver un équilibre qui a été valable durant tout le XXe siècle et qui est clairement remis en question. Cet héritage est clairement remis en question depuis, on pourrait dire 2003, mais la question de cette remise en question a émergé bien avant. Donc je sépare laïcisation, qui est liée au régime de séparation, et sécularisation, qui est liée au degré de pénétration des mœurs, des normes religieuses dans la vie sociale quotidienne. Et ces deux mouvements sont très forts en France, de telle sorte que la visibilité du religieux, de manière générale, pose problème. Les revendications religieuses, de manière générale, posent problème, et elles le posent de manière beaucoup plus intense s'agissant de la présence musulmane en France.
petite anecdote, mais qui m'a frappé. Saviez-vous qu'il y a une partie de Paris qui a été bloquée dimanche en fin d'après-midi? Moi, je ne l'ai pas su dans la presse. Je l'ai su parce que je rentrais, je me suis retrouvé dans les embouteillages. Et pourquoi une partie de Paris a été bloquée entre Pont-Marie, le centre-ville, l'hôtel de ville, Châtelet, etc. Parce qu'il y avait une procession religieuse organisée par l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, qui est une église, qui est un courant d'église très particulier, politiquement plutôt proche de l'extrême droite, et d'un point de vue du dogme, très traditionnaliste. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a des gens qui priaient en soutane, il y avait des femmes en voile, il y avait des rues qui étaient bloquées, des prières dans la rue, cette procession, très jolie à voir d'ailleurs quand on passe à côté. Bon, c'est pas quelque chose qui, à titre personnel, me dérange, vraiment pas. Même si c'est ce courant d'église, ça me dérange. À titre personnel, ça me dérange pas du tout. Sauf qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Pas du tout. Et de ce type de procession, il y en a eu un petit peu partout en France, et il y en a régulièrement en France. À Metz, il y a un bout de la ville qui est bloqué pendant plusieurs jours. Au Puy-en-Velay, la ville de Laurent Wauquiez, une personnalité de droite très active et qu'on entend beaucoup sur les questions de laïcité, les processions, c'est quelque chose de très important, de complètement ancré dans la vie locale, etc. Et donc il y a des moyens publics qui sont mis en œuvre pour que ces processions se déroulent tout à fait correctement. Lors des manifestations pour le mariage pour tous, contre le mariage pour tous, les manifestations pour tous, donc les opposants au mariage pour tous, il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, des manifestations de masse, c'est un mouvement de masse, et des prières de rue un petit peu partout en France, etc., des veillées la nuit, etc. Donc il y a eu quelques reportages là-dessus, mais la construction finalement médiatique de cette présence-là, si on la compare aux débats qui ont eu lieu sur l'occupation des lieux de prière une fois par semaine, c'est-à-dire le vendredi après-midi essentiellement, ou le jour de la fête de l'Aïd, dans certains lieux, très peu en France, dans lesquels les mosquées sont saturées, donc avec un manque de place, ça a été construit comme une occupation par Marine Le Pen, et puis ça n'a pas été repris comme tel, avec la thématique de l'occupation, mais ça a été repris par toute la classe politique, et il y avait finalement un consensus que cela posait problème et que ça posait un problème durable. Bon. La différence est très nette entre finalement le regard qui peut être porté sur des religions complètement établies et cette nouvelle religion qui est l'islam. Donc laïcisation et mouvement de sécularisation qui qui construisent un regard de la présence religieuse qui est une présence qui est illégitime, notamment dans l'espace public. Donc ça, c'est un des premiers motifs. C'est-à-dire que la présence d'une religiosité visible, notamment musulmane, heurte ces mouvements de fond, historiques, complètement ancrés dans la vie politique locale. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, finalement, la question du rejet sur la base du religieux s'est surtout posée autour de la question de l'antijudaïsme. L'antijudaïsme chrétien notamment, qui était très fort. Déclinant au fil du siècle, mais qui était très fort. C'est-à-dire que quand on pensait discrimination sur la base de la religion jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on pensait surtout à l'antijudaïsme. C'était ça qui était l'élément fondamental. À partir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70, fin des années 70, la question du rejet sur la base de la religion est peu présente. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que lors des débats parlementaires qui ont amené au vote de la loi contre le racisme du 1er juillet 1972, c'est Jean-Pierre Delannoy, député, qui rapporte ça dans ses mémoires, et il dit, je le cite, le législateur craignait de discréditer le dispositif en visant une hypothèse aussi désuète, c'est-à-dire d'intégrer la religion comme motif de rejet. C'est dire les termes du débat à l'époque. Finalement, l'appartenance religieuse a été intégrée à tous les critères, le sexe, le handicap, l'origine, la couleur de peau, etc., qui ont intégré cette loi, mais on voit bien que c'est pas un problème présent. Si aujourd'hui la question de l'appartenance religieuse se posait, il n'y aurait pas de débat. Est-ce que ça doit faire partie d'une loi contre le rejet, contre le racisme et la discrimination? Ça ferait partie d'une loi contre le racisme et la discrimination. À l'époque, non. Pas du tout.
Alors, autre élément que je voudrais mettre en avant pour comprendre finalement la difficulté à se saisir et à appréhender l'appartenance religieuse comme, notamment l'appartenance à la religion musulmane comme motif de rejet, c'est la question des cadrages politiques, et y compris dans le milieu académique, des cadrages théoriques dominants jusqu'à un certain nombre d'années. Si vous revenez un petit peu à tous les débats qui ont eu lieu sur l'enquête Théo, dont Patrick Simon va parler. Alors je vais en dire quand même 2 mots parce que l'enquête Théo, il y a eu une bataille politique rude, une bataille idéologique rude, y compris dans le milieu académique, pour savoir s'il fallait enregistrer l'origine. S'il était légitime d'enregistrer l'origine, la couleur de peau, etc. S'il fallait poser cette question et établir des statistiques par rapport à ça. Je ne reviens pas sur les arguments, mais le débat portait essentiellement sur ça. C'était le point focal. L'idée qu'il y ait des discriminations raciales est partagée par tous. Elle fait consensus. C'est pour faire un parallèle avec la question de l'islamophobie. L'idée qu'il y ait des discriminations en raison de l'appartenance religieuse pour les musulmans ne fait pas consensus. Pas du tout. Ça n'a pas du tout le même statut. Et un des éléments d'explication de ça, c'est 2 choses sur lesquelles je veux insister. D'abord, la tradition assimilationniste française. C'est une tradition assimilationniste, le concept de citoyenneté, la conception de l'individu citoyen en France repose historiquement sur cette idée d'assimilation, des choses que vous connaissez très très bien, je ne vais pas revenir là-dedans, dans le détail là-dessus. Mais je ferai un flashback pour vraiment lier cette question de l'assimilation à la question de l'islam. 1987, Jacques Chirac met en place la commission Marceau-Long pour la réforme de la nationalité. La question, c'était la remise en question du droit du sol. Et dans cette commission, des personnalités sont interrogées, y compris des chercheurs, notamment Bruno Etienne, qui était enseignant à l'époque à Sciences Po Aix. Et il y a un certain nombre de débats qui s'est posé sur la question de la religiosité des enfants d'immigrés. 87, c'est 2 ans avant la première affaire du voile. Que dit Bruno Etienne, dont la voix porte, et qui incarne finalement la vision dominante à l'époque, et la croyance dominante à l'époque, c'est que l'islam pose problème, c'est ce qu'il dit, mais l'attachement à la religion des enfants d'immigrés est très faible. Il y a un chiffre qui est proposé à l'époque, c'est 5% de pratique. Je ne sais pas sur quoi il repose. C'est 5% de pratique. Et du coup, l'idée est que l'assimilation est en train de se faire, les enfants d'immigrés vont abandonner les croyances, la religion de leurs parents. C'est dans la commission Marceau-Long, tous ces débats sont présents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a cette croyance collective, une communauté majoritaire d'interprétation, qui part de l'idée que la pratique religieuse n'est pas acceptable dans la conception de l'individu citoyen tel qu'il est voulu. Imaginez bien en 89, avec l'émergence de la première affaire du voile, comment le voile de ces petites filles, parce qu'il y avait vraiment quelque chose sur les jeunes filles, y compris au sein de la commission Marceau-Long, il y avait un enjeu majeur autour de l'assimilation des, ce que Nassira a appelé les beurettes, mais c'était vraiment ça. Quand ces beurettes mettent le foulard, et quand émerge la première affaire en 89 à Creil, c'est un phénomène qui a été perçu par ces élites-là comme une trahison. Trahison des jeunes filles qui devaient porter l'assimilation sur plusieurs générations. Comment finalement reconnaître que des gens qui trahissent soient victimes du geste de leur trahison? Comment reconnaître finalement que ce geste de trahison soit légitime, en tout cas, comment reconnaître ce geste de trahison, que des conséquences de ce geste, qu'on puisse les prendre en compte. Plus comme ça que je voudrais dire les choses. Un autre point sur la question de la place du féminisme en France, Houda en a parlé un petit peu, mais dans la lecture des victimes de l'islam, bien sûr que les conceptions majoritaires du féminisme, qui, de manière générale, considèrent que l'islam et le foulard, notamment, est le signe du patriarcat, et que c'est un signe qui est imposé par les hommes, et donc cette conception qui est majoritaire dans le féminisme aujourd'hui,
il y a des conceptions minoritaires. Cette conception majoritaire interdit de penser finalement de penser comme légitime les conséquences de ce patriarcat. Le problème, c'est le patriarcat, c'est pas ses conséquences. Dernier point, malheureusement, et je vais conclure avec ça, j'avais encore des choses à dire, mais ça viendra dans le débat, tant pis pour moi. Toujours pareil, les introductions trop longues. Il y a dans le milieu académique, et l'enquêtéo, les débats sur l'enquêtéo ont fait ressortir cette idée, il y a eu pendant très longtemps une forme de domination, en tout cas des débats sur la hiérarchie des facteurs, hein, la hiérarchie des explications, des régimes d'explication du social. Les courants marxistes très forts dans les années 70, un peu moins aujourd'hui, considèrent, et ces débats, ce point de vue s'est exprimé dans l'enquêtéo, que la race ou la religion constituent des masques du social, diluent la centralité du social, des facteurs socio-économiques. Et donc on a cette tension, y compris dans le milieu académique, donc, pour lequel une partie de ce milieu-là, une partie des courants théoriques, voient d'un très mauvais œil la place importante, croissante, que pourraient prendre les facteurs raciaux ou les facteurs liés aux origines ou à la culture de manière générale. Et donc l'enjeu central, et Bouddha l'a dit, c'est d'articuler. C'est évidemment d'articuler, parce que la question sociale, y compris pour les enjeux d'islamophobie, est centrale. C'est pas le sujet là de mon propos, mais la question sociale est centrale. Mais on sent très très bien, y compris dans les critiques de notre ouvrage, dans les débats, dans les discussions qu'on a pu avoir avec des collègues, c'est une forme de reproche qui revient de manière récurrente. Est-ce que vous n'êtes pas en train de masquer l'essentiel ? Dernier point promis, Ramon, 0 minutes, ça va, ça me va. Un point méthodologique. Ce qui est fondamental aussi, et j'aurais peut-être pu commencer comme ça, dans l'opposition entre la race et la religion, c'est que la race est héritée, la religion est acquise. Et ça, ça n'a pas le même statut épistémologique en termes de recherche. On ne traite pas de la même manière des formes de rejet liées à des identités qui sont acquises, donc réversibles, et construites comme des formes de politisation surtout, avec des critères de rejet qui sont hérités, pour lesquels les individus sur lesquels les individus n'ont pas la main, donc ils sont irréversibles. Bon, je m'arrête là.